Награжденный орденом Ленина, режиссер Александр Довженко работает над новым фильмом «Аэроград». Instant rare, unique même dans la grande aventure du cinématographe. Instant privilégié dans l'histoire du grand empire de Russie, dont deux opérateurs français filment ces images. Charles Moisson et Francis Doublié nous permettent de découvrir les premières prises de vue effectuées en Russie. Le tricentenaire de la famille impériale, le tricentenaire des Romanov. Autre vestige de cette grande saga, cette bâtisse délabrée et muette que le temps et l'histoire ont assaillie de toutes parts. Les studios de l'Enfilm. À l'intérieur des murs qui autrefois abritaient l'aquarium, le théâtre d'été de Saint-Pétersbourg, la première séance de vue animée eut lieu le 4 mai 1896, 4 mois seulement après l'invention du cinématographe. La perspective Nevski, les Champs-Élysées de Saint-Pétersbourg, s'offrira la première salle de cinéma de Russie. Les spectateurs y découvriront les joies du cinématographe et très vite, cette distraction fera fureur. Par quel concours de circonstances la Russie a-t-elle eu la primeur mondiale de l'invention des frères Lumière? On ne le sait toujours pas exactement. Vous comprenez, les relations entre la Russie et la France étaient extrêmement étroites. La société russe était en contact très étroit avec la culture française. Et cela s'explique aussi probablement par le fait que le développement économique de la Russie de cette période a assuré une croissance rapide de la culture populaire. Et un moyen aussi universel que le cinéma a eu rapidement ses adeptes. Ce début de siècle sera marqué par de grands bouleversements. La guerre russo-japonaise et la révolution de 1905 seront les événements déterminants du destin de l'Empire. L'armée tsariste subit défaite sur défaite en Mandchourie. Et en Russie, la monarchie, suite au tragique dimanche rouge, où les soldats ouvrent le feu sur la population de Saint-Pétersbourg, venue exiger des réformes sociales et politiques, s'affaiblit lentement. En sillonnant le vaste empire, les opérateurs découvrent sa vraie réalité. Un peuple misérable, des millions de sujets soumis à une autocratie immensément riche, décadente et hostile à tout changement. Par ailleurs, la récession qui sévit en Occident et aux USA aura des conséquences fatales sur l'économie de l'Empire russe. Cette situation catastrophique
ne parviendra pas à ralentir le développement du marché cinématographique, monopolisé à l'époque par les firmes françaises. Pathé distribuera le premier film du cinéma russe. On considère officiellement que le premier film russe, c'est Stenka Razine, ou La guerre paysanne de 1908. Ce film a été tourné en très peu de temps par le réalisateur Romashkov, ici à Saint-Pétersbourg. Ces images uniques de Léon Tolstoï, nous les devons à Drankov. Drankov, c'est épouser les goûts du public et choisir des sujets qui lui permettent de rivaliser avec les productions étrangères. L'Église, à l'époque, interdisait de filmer tout événement à caractère religieux. Tolstoï étant excommunié, Drankov put filmer ses obsèques. À la fin des années 1900, l'État s'est intéressé au cinéma et c'est justement l'époque des premières interdictions dans ce domaine. Par exemple, quand des films ont été projetés dans les cinémas sur la question paysanne, pour le cinquantenaire de l'abolition du servage en Russie, c'était en 1911. La censure a montré ses griffes pour la première fois, semble-t-il. Deux films consacrés au sort des paysans russes ont été interdits par la censure du tsar. On pense en général que le cinéma était entièrement libre avant la Révolution. C'est inexact. Le cinéma devait être subordonné non seulement à l'État, mais aussi à l'Église orthodoxe russe, qui était à l'époque une institution d'État, le berceau de l'idéologie officielle. Elle était dirigée par le Synode, le ministère des Affaires spirituelles. C'est lui qui a commencé à limiter le cinéma. Le poids de la censure tsariste n'empêche pas la multiplication de maisons de production spécifiquement russes. Les tournages se succèdent. Les producteurs de plus en plus nombreux investissent dans la construction de studios. Inspiré par le cinéma français, le cinéma russe reproduit à ses débuts le genre connu à l'époque sous le nom de genre parisien. Les écrans seront saturés de vaudevilles et de drames de boulevard. Stimulés par la concurrence de films étrangers, la production russe est florissante. Le star system se développe, les producteurs misent sur les grands noms. Les plus célèbres à l'époque sont les acteurs Mosjoukine et Vera Kolodnaya, premier couple idéal du cinéma russe. De film en film, le langage cinématographique russe va prendre forme. Les premières grandes œuvres apparaissent. Kandjankov produit alors La Défense de Sébastopol, l'un des premiers longs métrages de l'histoire du cinéma. Vassili Gontcharov en sera le réalisateur et Louis Forestier, un opérateur français, signera la photographie de ce film. Plus tard, Forestier choisira de rester en Union soviétique. Kandjankov est alors le plus grand producteur du cinéma russe. Seigneur, quand je pense à la première fois où j'ai été au studio de Kandjankov, dans le pavillon, il était entièrement rempli de grands décors, avec des lustres qui descendaient du plafond. Il y avait des colonnes, ici des meubles dorés, là, une isba. Et dans trois coins différents, trois réalisateurs différents et trois caméramens différents tournaient. Ça se faisait littéralement sous la dictée. Voici à peu près comment ça se passait.
Avancez, avancez. Elle approche, non, plus lentement, elle est vibrante, vibrante. Davantage de passion, de l'émotion, de l'émotion. Les réalisateurs les plus marquants de cette époque sont Evgeny Bauer et Jacob Protazanov. La Russie entre en guerre, la Grande Guerre. Celle-ci provoquera la fin du tsarisme. Très affaibli par la guerre russo-japonaise, le tsar commet l'erreur qui lui sera fatale en décidant de participer au conflit. Le pouvoir a deux ennemis à combattre. D'un côté les armées du Kaiser qui lui infligent de lourdes pertes, et de l'autre le flot de sympathisants bolcheviques qui, plutôt que faire la guerre, préfèrent aller en prison. La situation économique est déplorable. Grèves et manifestations se succèdent. Le pouvoir échappe au pouvoir face à un prolétariat mieux organisé et plus politisé qu'en 1905. De cette guerre, Lénine dira qu'elle fut le plus beau cadeau que le tsar ait fait à la Révolution. Nicolas II est abandonné par l'armée qui se range du côté du peuple. Le 2 mars 1917, le tsar abdique. La dynastie des Romanov n'est plus. Kerensky, de la tendance menchevique, c'est-à-dire socialiste modéré, accède au pouvoir. Mais pour l'histoire, la révolution de février n'aura été qu'une répétition générale. Au mois d'octobre, après 9 mois de lutte acharnée entre formations politiques de tous bords, un dernier soulèvement d'ouvriers et de soldats, à l'instigation des bolcheviks, renversera le pouvoir menchevique. Sur les décombres de l'empire des tsars, les bolcheviks vont mettre en chantier un monde nouveau, une société nouvelle, une société sans classe. Le jour même de la victoire, Lénine, à coups de décret, proclame la justice sociale tant désirée par le peuple. La Russie est désormais le berceau du communisme. De cette époque de la guerre civile, Lev Kouletchov nous a laissé son témoignage. Les journées les plus marquantes de mes prises de vue, c'était sur le front contre Kolchak. Avec des étudiants de l'école du cinéma et le caméraman Ermolov, nous avons tourné le premier film de propagande soviétique que nous avons appelé « Sur le front rouge ». Dans ce film, nous avons monté des scènes jouées avec de véritables chroniques de guerre. À la différence de la majorité des réalisateurs et surtout des acteurs, les caméramens ne sont pas partis dans le sud. Ils sont restés en Russie. Ils ont continué de filmer les événements de la Révolution et la vie du pays telle qu'elle se poursuivait. Et ils y ont déployé une énergie incroyable. Les opérateurs ont continué avec une opiniâtreté extraordinaire à fixer les événements et ont développé une attitude nouvelle vis-à-vis de ce qui se passait dans le cinéma. Des tendances d'évolution du cinéma. Et il faut dire que le cinéma documentaire a joué un rôle immense dans le devenir et le développement futur de notre cinéma dans son ensemble. À la fin de 1917, un premier train de propagande, le train Lénine, est parti de Moscou vers l'Est, vers la Volga. Ces trains ont existé durant presque 3 ans. Ce n'étaient pas simplement des trains, on devrait plutôt parler de préfectures ambulantes, parce qu'ils représentaient dans les provinces le pouvoir législatif, le comité exécutif central des soviets.
Ces trains ont exercé une grande influence sur l'histoire du cinéma de notre pays, parce qu'ils étaient accompagnés d'opérateurs de cinéma. Et les chroniques des premières années suivant la Révolution d'octobre ont été constituées pour une bonne part grâce au déplacement de ces trains. Chacun d'eux comprenait un wagon de cinéma. Et des millions de personnes sont passées par ces wagons de cinéma, où l'on projetait des films de propagande et des actualités. Pour beaucoup, c'était la première projection cinématographique qu'ils voyaient de leur vie. C'était comme un miracle. Dans les petites gares perdues, les villages, non loin des voies de chemin de fer, des écrans s'allumaient pour la première fois. Ce qui représente pour beaucoup de gens un progrès culturel très important. Au début des années 20, le pays est en ruine. La guerre civile, la famine, les épidémies auront fait 20 millions de morts. Conscient des contraintes que le communisme de guerre fait subir au peuple, Lénine instaure une nouvelle politique économique. Autorisant à nouveau la petite entreprise privée, la NEP permet au pays de vivre sur de nouvelles bases. Stimulée par ces mesures, la vie sociale et culturelle connaît un nouvel essor. Dans le monde des arts, la reprise est fulgurante. Moscou est avec Berlin et Paris l'une des capitales mondiales de l'activité artistique. Le temps est aux grandes polémiques. Les groupes se forment, les théories s'affrontent. De cette effervescence va naître l'avant-garde soviétique. Le proletkult est alors au centre du débat politico-culturel. Il préconise un projet de culture exclusivement prolétarien et refuse tout héritage de la culture bourgeoise. L'un des postulats du proletkult soutenait que seul le prolétaire pouvait prétendre à l'art et que la profession d'artiste devait disparaître. Ces théories seront vivement critiquées par Lunacharsky et Lénine, pour qui une nouvelle culture ne pouvait prendre forme sans l'appui de la culture précédente. En ce temps-là, au début des années 20, une critique émanant du pouvoir n'était pas encore considérée comme un ordre. Trotsky déclarait alors « Les communistes doivent accorder une totale autodétermination à l'artiste pour autant qu'il n'est pas contre la révolution. » Au lendemain du Grand Octobre, les créateurs, nourris de nobles illusions, et face à une extraordinaire liberté, allaient pouvoir s'exprimer et découvrir de nouveaux horizons. Les œuvres vont célébrer la révolution et ceux qui l'ont faite. Dans ce climat d'enthousiasme et de romantisme révolutionnaire, de nombreux jeunes talents vont se révéler. Scénariste et acteur, Maïakovski a fait ses débuts dans le cinéma avant 1917. Bolchevique de la première heure, ses films dénoncent la duplicité de la société bourgeoise. Cependant, les contraintes commerciales imposées par les producteurs déforment les idées du poète-cinéaste. La Révolution fera du poète futuriste, du fondateur du Front gauche de l'art, l'un des chefs de file de l'avant-garde soviétique des années 20. Pour Maïakovski, le cinéma ne devait être ni un art ni un divertissement, mais une conception du monde, un instrument de transformation des conditions sociales. Ces théories briseront les canons esthétiques d'avant la Révolution. Ces utopies, ce que nous appelons utopies aujourd'hui, occupaient puissamment l'esprit des cinéastes de cette jeune génération. Les illusions peuvent devenir un terrain très fertile et fournir une impulsion extrêmement productive à la création artistique. Les illusions sociales, politiques, toutes celles qu'on voudra. Et je pense que cela s'applique directement aux leaders et aux maîtres du cinéma soviétique des années 20. En plus, il faut bien voir une chose, c'est que c'était des jeunes gens. Certains avaient un peu moins de 30 ans. D'autres étaient pratiquement des enfants en 1917. Mais c'est précisément la révolution. C'est Octobre, ils l'ont répété eux-mêmes, qui a influencé leur vision du monde de façon déterminante.
и самое продуктивное время. Если революция привела меня к искусству, говорил Эйзенштейн, то искусство целиком ввело в революцию. Я могу сказать, что мне, как и каждому, советская власть дала все, и как каждый из нас, я отдаю и отдам себя целиком нашей Родине, великому делу строительства коммунизма. Lénine, qui aimait tant le cinéma, n'assistera pas au grand envol du 7e art soviétique. Un autre amateur de cinéma va lui succéder, Staline, qui par la suite se désignera comme le grand ami des cinéastes. Au moment du départ de Lénine, Staline n'était ni le plus fort ni le plus influent. Sur le plan intellectuel, il venait après Trotsky, Kamenev et Boukharine sans aucun doute. Il a été mis en place par la Troïka, Trotsky, Kamenev et Zinoviev, tout simplement parce qu'aucun ne souhaitait voir l'un des deux autres en place. Ils se considéraient mutuellement comme des rivaux. Staline, ils l'ont laissé passer parce qu'ils le jugeaient plus faible. Ils ne voyaient pas en lui un rival sérieux. Avec Dziga Vertov, pilier de l'avant-garde soviétique, chef de file du cinéma documentaire, s'ouvre un autre chapitre dans le développement du 7e art. Cette nouvelle étape est marquée par un système de référence et d'interaction complexe entre le cinéma de fiction et le documentaire. Vertov prône le cinéma pris sur le vif, cinéma vérité, et refuse catégoriquement le cinéma de fiction qu'il considère comme mensonger. Pour ou contre le cinéma de fiction est alors la question essentielle que se posent cinéastes et critiques. Vertov considère le cinéma d'Eisenstein comme un art de collaboration. En réponse, Eisenstein lui reproche sa vision trop subjective de la réalité qui ne tient pas compte des aspirations du public. Les positions radicales de Vertov seront à l'origine de l'échec public de L'homme à la caméra, ce chef-d'œuvre maudit des années 20. Autre réalisateur, autre manifeste. En 1922 à Petrograd, le jeune tandem Grigory Kosintsev et Leonid Troberg crée la FEX, ou la fabrique de l'acteur excentrique. Une nouvelle école se crée. Dans le manifeste L'excentrisme, Kosintsev et Troberg annoncent que leur conception du cinéma s'inspire obligatoirement des effets du trucage. Le programme de formation de l'acteur excentrique se base sur les disciplines du cirque et du music-hall. Kuleshov crée son propre laboratoire. Ses découvertes sur le montage, ses travaux sur la formation de l'acteur sont encore enseignés de nos jours. Non, ma vie dans le cinéma a commencé un peu plus tôt. Alors que je n'avais que 17 ans. J'ai franchi pour la première fois la pénurie de films contraint Kuleshov à réaliser ses films sans pellicule, c'est-à-dire de courtes études jouées rapidement et sans pause, donnant l'illusion du déroulement d'un film. Sa grande découverte est ce qu'on appelle l'effet Kuleshov. Si l'on juxtapose, si l'on confronte le même plan de visage d'un acteur à des images de nourriture, à une femme nue ou une femme désespérée, ce même plan semblera exprimer la faim, le désir ou la compassion. En 1923, les spectateurs soviétiques préfèrent encore les films étrangers à leur cinéma national. La NEP, qui encourage la distribution de films américains et français, trouve, grâce à ses recettes, les moyens de financer les jeunes réalisateurs soviétiques. Kuleshov met en scène les aventures extraordinaires de Mr. West au pays des bolcheviks. Étant donné sa personnalité d'artiste, on peut dire qu'on a eu raison de le surnommer le Léonard de Vinci du cinéma, tant son talent avait de facettes. Ce n'était pas seulement un réalisateur, un écrivain, un critique remarquable, c'était un pédagogue, un excellent dessinateur, un théoricien de grande envergure, d'une envergure philosophique.
Et cet universalisme qui accompagne toujours le début d'un art nouveau permettait justement à Eisenstein de ne pas être dogmatique. J'ai l'impression que la première qualité d'Eisenstein comme artiste, c'est l'antidogmatisme. Il n'a érigé lui-même en dogme aucune de ses théories. Il était le premier à critiquer ses propres idées. Alors que tous étaient encore subjugués par Potemkin, il a dit lui-même qu'il n'y avait pas de progression possible si l'on restait dans la voie de Potemkin. Cette capacité de remise en question n'est donnée qu'aux plus grands artistes. Et toutes les difficultés de la grève, son premier film, sont liées à ce dogmatisme des responsables d'alors, très proches des dirigeants du parti de l'époque. Malgré le succès mitigé de la grève, l'État, désireux de commémorer la révolution de 1905, passe commande à Eisenstein. Ce sera le cuirassé Potemkin, considéré dès sa sortie comme le chef-d'œuvre absolu du cinéma. Potemkin vaut à Eisenstein une gloire immédiate et mondiale. Poudovkin, l'autre grand homme du cinéma russe, devient célèbre en 1926 avec La Mer, d'après Gorky. Poudovkin a beaucoup emprunté à Kuleshov, tout en suivant sa voie propre. Prenons sa fameuse trilogie devenue classique. La Mer, La fin de Saint-Pétersbourg et Tempête sur l'Asie. On retrouve précisément cette aptitude à lier les possibilités du montage d'un film, de la construction narrative, un élément après l'autre, avec les possibilités du sujet. Dans un sens, il était le centre, ou au moins un personnage central du cinéma des années 20. Et dans cette cohorte, dans cette pléiade, est bientôt apparu un homme d'une facture totalement différente. Un autre type d'homme, avec un passé différent. Alexandre Dovzhenko. En 26, alors qu'il était déjà mûr, il avait 32 ans, il décide de recommencer sa vie. Il se perçoit comme un homme nouveau sur une terre nouvelle. Il s'en va à Odessa et dans les studios d'Odessa se met à travailler dans le cinéma. Et en 28, il monte son film Zvenigora. C'était organiquement et naturellement lié aux découvertes qui avaient été faites à Moscou.
par ces gens justement qui constituaient l'avant-garde du cinéma soviétique. Et La Terre, ça a été, bien entendu, l'aboutissement du cinéma muet soviétique. Действительным завершением советского немого кино. La Terre est un film dans lequel l'utopie de la transformation révolutionnaire du monde, de la transformation révolutionnaire de la Terre, s'exprime de façon incomparable. Совершенно несравненным образом. Dovzhenko était un poète avant tout. C'était un homme d'une grande force poétique, un homme dont la représentation du monde était d'une rare envergure. Что же, как не кино, перенесет нас зримо в иные миры, на другие планеты? Что расширит наш духовный мир, наши познания до размеров поистине фантастических? Ce n'est que vers la seconde moitié des années 20 que le pouvoir prend réellement conscience de l'importance de l'image pour la propagande. Le cinéma ne sera plus un divertissement, mais aussi un enseignement civique. Le créateur va se transformer en courroie de transmission entre le pouvoir et le spectateur. Et puis ça a été le conflit, lorsque Eisenstein a tourné, achevé plutôt son film La Ligne Générale. Il a été invité chez Staline. C'était la première fois en fait qu'un chef d'État invitait un cinéaste. D'un côté, ça coïncidait avec la doctrine officielle selon laquelle le cinéma est le plus important des arts. Staline voulait faire comprendre qu'il prétendait au rôle de protecteur des arts. Добрый вечер. Предъявите ваши документы. Значение советского кинематографа очень велико. И не только для нас. За границей очень мало книг коммунистического содержания. Наши книги там почти не читают, не знают русского языка. А вот советские фильмы смотрят с удовольствием и все понимают. Вы, киноработники, сами не понимаете, какое ответственное дело на вас возложено. Нельзя выдумывать образы, события, сидя у себя в кабинете. Надо брать их у жизни. Изучайте жизнь, учитесь у жизни. А для того, чтобы правильно понимать то, что видишь, нужно знать марксизм. Мне кажется, не все наши художники еще понимают великую силу марксизма. Вам нужно поездить по Советскому Союзу, все пересмотреть, переосмыслить. В связи с этим я обратился к ответственным работникам из Комитета по кинематографии с просьбой организовать вам поездку по стране. Вот. И все. Мне остается только пожелать вам успехов в работе и удачи. Кстати, о работе. Товарищ Эйзенштейн, какие у вас творческие планы? Видите ли, товарищ Сталин, я сейчас думаю о фильме под названием «Капитал».
Я понимаю, что есть проблемы с использованием новой техники звукового кино, и я хотел бы обсудить эти проблемы в Соединенных Штатах Америки, но я думаю, что непосредственное знакомство с закономерностями развития капитализма поможет мне в экранизации Маркса. Он сошел с ума. Но ничего. Желаю вам удачи. Минуточку. Товарищ Эйзенштейн. Да, товарищ Сталин. Еще одно слово. Я по поводу генеральной линии. Я попросил бы вас изменить конец фильма. Необходимо внести серьезные поправки. Ваш текст необходимо исправить. Ваше видение коллективизации в корне неправильно и не вполне совпадает с политикой партии. Я могу на вас надеяться, товарищ Эйзенштейн? Несомненно, товарищ Сталин. Спасибо за совет. До свидания. C'était une entrevue de mise au point. Il s'agissait de donner des instructions que l'art devait suivre. Staline a proposé de remplacer le titre « La ligne générale » par « L'Ancien et le Nouveau », sous prétexte que la ligne générale désormais serait l'industrialisation et non pas la collectivisation. Pardon, non, la coopération dans les campagnes. C'est très important. Eisenstein avait conçu son film précisément sur la coopération et non pas la collectivisation qui n'existait pas à l'époque. En disant que le film allait s'appeler L'Ancien et le Nouveau, Staline a réorienté tout le film, modifié sa polarité. Ce qui illustrait le présent, la misère présente, devenait un reproche adressé au passé. Et ces images utopiques qu'Eisenstein avait construites comme un rêve se sont retrouvées soudain, en quelque sorte, présenter la réalité existante. De plus, les sous-titres ont été changés. Au lieu du mot artel, coopérative, on voit apparaître le mot kolkhoz, qu'Eisenstein lui-même ignorait. Le film a donc été brisé dès le départ. Comme le disait Eisenstein, un de ces tracteurs qui symbolisait le tournant de la ligne générale était passé sur la ligne générale. C'est-à-dire que le film avait les chines brisées. Ensuite, très vite, il a été simplement supprimé comme erroné et inexact du point de vue officiel. La veuve d'Eisenstein m'a dit qu'un jour, en 1928, elle a trouvé une note d'Eisenstein avec une abréviation. Il avait écrit « La barbarie du ST-SME », c'est-à-dire la barbarie du stalinisme. Et elle a eu si peur qu'elle a barré ça au crayon, parce que c'était dangereux. Si quelqu'un voyait ça, il pouvait dénoncer Eisenstein. Pour le sauver, elle a barré le mot elle-même. Le début des années 30 marque le passage du bolchevisme au stalinisme. C'est la fin du cinéma de l'utopie, du cinéma des grandes illusions. Pour le peuple soviétique, ce sont les derniers instants de l'innocence. La révolution va dévorer ses meilleurs cinéastes. Et ces années 30 n'auront rien à voir avec les années 20. Certains historiens tendent à affirmer que l'important, c'est l'année 1929. Que Staline a défini non sans raison comme l'année du grand tournant. C'est l'année de la collectivisation partout dans les campagnes. Elle a secoué toute l'agriculture et a eu des conséquences extrêmement dramatiques pour la vie entière du pays. Et bien sûr, elle a sérieusement modifié l'atmosphère sociale. C'est l'époque où s'est constituée une structure autoritaire. La structure totalitaire est définie. L'autocratie de Staline, elle aussi, est totalement déterminée et le contrôle idéologique sur le cinéma augmente sensiblement.
Есть люди, о которых не скажешь, что он такой. То ли хорош, то ли плох. То ли мужественен, то ли трусоват. То ли он за народ до конца, то ли он за врагов народа. Есть такие люди, и есть такие деятели. Они имеются и у нас, среди большевиков. Сами знаете, товарищ, свинья не без урода. Porte-parole privilégié du pouvoir, le cinéma consacrera ses plus belles images à la déification de son guide. En échange, Staline se propose d'être le meilleur ami des cinéastes. Désormais pour tous les arts, une seule mission, célébrer le culte de la personnalité, participer au protocole du totalitarisme. Entre le pouvoir et le créateur, un nouveau pacte est scellé. Tourné en 1936, ce film, Le jeune sérieux, traduit le nouvel idéal du pouvoir, une esquisse du code moral de l'homo soviéticus en train de devenir simple rouage de la machine. L'œuvre d'Abraham Rome reste un mystère. Est-elle une approbation de cet idéal ou au contraire sa condamnation? Incapable de résoudre cette question, le pouvoir, perplexe devant l'énigme, interdit le film. Какой же это комплекс? Моральный. Pour le cinéma, l'État se montre particulièrement généreux. Il ne refuse aucun moyen. Une technologie de haut niveau sera mise à la disposition des cinéastes qui seront parmi les mieux nantis du monde. Les pénuries des années 20, les contraintes du communisme de guerre ne font plus obstacle. Ainsi armés, les travailleurs du cinéma, selon une expression chère à Staline, peuvent désormais servir loyalement la ligne générale. Les années 30 marquent la fin du cinéma muet. Bientôt, les héros du 7e art seront doués de parole. Ce bouleversement ne fera qu'accélérer le mouvement vers la collectivisation de l'art. Vers 1930, presque toute cette structure, sauf le comité ouvrier intersectoriel, le Mejaprom, était nationalisée, ce qui a changé radicalement la situation dans le cinéma. Pour commencer, le nombre de films a fortement diminué. Une grande partie des films qui passaient ont tout simplement été interdits comme étant de niveau idéologique insuffisant. Et la structure interne du cinéma a énormément changé. Par exemple, le cinéma des années 20 comportait un grand nombre de films de divertissement. C'est tout à fait normal. Parce que si le cinéma est privé, il doit se soucier de ses bénéfices. Et il produit donc beaucoup de films de divertissement. Or, pratiquement, à partir de 1930, ce type de film a été peu à peu éliminé du répertoire, en même temps que le nombre de salles augmentait, avec un fort accroissement du nombre de copies. Qu'est-ce que ça veut dire? Le cuirassé Potemkin, par exemple, connu dans le monde entier, a été tiré à 42 copies. Lénine, par contre, Lénine en 1918, c'était déjà près d'1 millier de copies. En même temps, le nombre de films a beaucoup diminué et la location est devenue pratiquement obligatoire, c'est-à-dire que le spectateur n'avait quasiment plus aucun choix. Les films qui passaient dans les salles étaient presque exclusivement idéologiques. Le nombre de films de divertissement était très faible. Tout le monde s'en souvient encore aujourd'hui. J'étais petite, nous allions à l'école et nous courions souvent au cinéma pour écouter du jazz. À l'époque, le jazz n'était pas autorisé sur les grandes scènes, mais on le jouait dans les salles, avant la projection. Et on allait parfois voir plusieurs fois le même film, rien que pour écouter le jazz. Pendant ce temps-là, l'enfant prodige du cinéma soviétique, Eisenstein, voyage à travers l'Europe. Il est partout accueilli avec les honneurs qui lui sont dus. Mais au pays des droits de l'homme, en France, les autorités lui refusent le droit de séjour. Malgré la mobilisation des intellectuels, il est obligé de quitter la France pour les États-Unis.
Hollywood lui propose des scénarios qu'il refuse, et réciproquement. Eisenstein découvre le pouvoir de l'oncle Sam en même temps qu'il se découvre lui-même. Cette expérience américaine, il faut bien le dire, a malheureusement débouché sur une histoire assez triste, parce qu'elle lui a montré, si vous voulez, quel était son destin. Elle a montré qu'Eisenstein ne pouvait se détacher de l'époque, du terrain qui avait nourri ses premiers films, ceux qui lui avaient valu la gloire mondiale. Le sentiment qu'il avait de lui-même et du monde n'était pas ce qu'attendait Hollywood. Et ça ne vaut pas que pour Eisenstein. À l'époque, de nombreux réalisateurs étaient sans travail, et pas uniquement à cause de l'arrivée du son, mais parce qu'il n'y avait plus de repères. Griffith, Stroheim, Flaherty. Les meilleurs réalisateurs du cinéma américain des années 20 se trouvaient sans travail à l'époque. Au Mexique, il a découvert la peinture murale, les fresques, les peintres muralistes. Il avait fait personnellement la connaissance de Rivera à Moscou. Il y a rencontré Siqueiros, Orozco et d'autres grands. Et il s'est fait une nouvelle idée de l'image, du montage et du son. Que Viva México ne devait plus être basé sur le seul montage, mais construit comme une fresque. C'était un passage, disons, de Picasso vers Giotto ou Orozco. L'expérience mexicaine prend fin en 1931. Que Viva Mexico, œuvre inachevée, reste aux États-Unis entre les mains de producteurs et de commanditaires sans scrupules qui vont le sortir en salle charcuté, mutilé. Quant à Eisenstein, il doit, sous la menace de Staline, regagner son pays, où les nouvelles missions de l'artiste ont été clairement fixées. À tout seigneur, tout honneur, la première interview sonore donne la parole à Maxime Gorky pour définir le rôle du cinéma soviétique. Мне кажется, деятели кинематографии должны сделать из кинематографа мощное орудие культуры. Орудие, которое бы помогло скорейше встать нашей массе в ту позицию знающих людей, в ту позицию людей, которые умеют легко и быстро разобраться во всем, что нужно, что не нужно. Le message a été bien reçu. Le premier film parlant traite de l'intégration des marginaux au sein de la collectivité soviétique. C'est Le chemin de la vie de Nicolas Eck. Той мörkyes, Severolak tailastet. Lujumodis, kogo chodra pokselnet. Здорово, Мустафа. Здорово, сучина. Ты дорогу спортил, сволочь. Ах ты, гад!
Dans un instant, terreur sur Moscou, ou comment un régime procède à des purges dévastatrices. Ce sont les années de disgrâce. À tout de suite. Jeudi. Et si l'école, c'était la première vraie bataille? Et si l'ardoise était plus lourde pour certains que pour d'autres? Théma prend le chemin des écoliers en partenariat avec le magazine La Vie, jeudi à 20h40. Dans quelques instants, le réalisme soviétique. Staline éprouve une passion immodérée pour le cinéma, mais pas n'importe quel cinéma. Staline a prononcé un discours pour soutenir le cinéma soviétique. Le cinéma soviétique donne de bons résultats, a-t-il dit. Je ne suis pas sûr de ces termes parce que c'était il y a très longtemps. Je ne m'en souviens pas exactement. Et puis il a dit, attention, parler de réalisme n'est pas suffisant. Ce dont nous avons besoin, c'est non seulement de réalisme, mais de réalisme socialiste. Tout le monde était pétrifié. Qu'est-ce que c'est le réalisme socialiste? Et Staline a dit, ce que nous devons montrer au cinéma, ce n'est pas la vie comme elle est. Ça, c'est du cliché, de la vulgarité. Ce qu'il faut montrer, c'est la vie comme elle devrait être. C'est ça, le réalisme socialiste. C'est au premier congrès des écrivains soviétiques en 1934 que l'idée de Staline est mise en forme. Le réalisme socialiste exige du créateur la représentation historiquement concrète et véridique de la réalité dans son développement révolutionnaire. Formule équivoque, le principe noble a priori deviendra vite un diktat. Si le réalisme socialiste a de nombreux partisans, il a aussi trouvé ses détracteurs.
Le processus sera plus évident chez les peintres qui, dès les années 20, semblent avoir compris que, à l'instar de la Révolution française, la Révolution russe allait dévorer ses meilleurs enfants. Dès lors, les créateurs, toutes disciplines confondues, n'ont d'autre choix que d'accepter la standardisation de leurs œuvres. Désormais, le beau et le vrai n'ont d'autre choix que de se plier aux exigences d'un pouvoir dont la démarche sera de créer une esthétique de la peur et de la violence. Партия большевиков под мудрым руководством великого Сталина, сплотив вокруг себя рабочий класс и многомиллионное крестьянство, разгромила врагов и обеспечила победу колхозного строя. 1937, l'époque des grands procès de Moscou. Les premières purges vont frapper les académiciens, puis les intellectuels dans leur ensemble. C'est le temps des aveux spontanés. Le fait que l'on reconnaisse sa propre culpabilité exerçait une pression énorme, même sur les bolcheviks les plus inflexibles. Comment un tel a reconnu sa culpabilité, même si ça le mène à la peine de mort? Et on s'accuse à son tour. Ce mécanisme a été mis au point pendant les procès de Moscou. Cette lettre de Staline à Menzinsky prouve qu'il s'en occupait lui-même avec beaucoup de zèle. Des crimes terribles allaient venir. La roue rouge, comme l'a dit Solzhenitsyn, un cercle sanglant. On n'était pas encore en 1937. C'était non seulement la dissimulation des crimes passés, mais la préparation des crimes futurs. La littérature et l'art claironnaient la victoire. Et derrière ce tintamarre, des millions de gens étaient exterminés. La censure insistait pour que les fins des films soient heureuses, pour que les films soient joyeux et gais. C'est pourquoi, même pendant les périodes les plus sombres de notre histoire, alors que les gens allaient à la mort, les écrans étaient saturés de films gays. Cela a eu une énorme influence sur ma vie. Beaucoup de mes films tristes et de mes idées tristes ont disparu. Je les ai perdus. À l'époque, la tristesse était pourtant l'essentiel de notre vie. Et l'idée essentielle était: nous sommes entourés d'ennemis. Nous luttons pour notre survie. Mieux vaut tuer des centaines d'innocents parmi lesquels il peut y avoir un ennemi que de laisser cet ennemi tout détruire. C'était l'idéologie de l'encerclement. Avec l'image de l'ennemi, élément essentiel de toutes les répressions, du premier au dernier jour. Tout cela, l'image de l'ennemi et l'atmosphère de méfiance,
étaient véhiculés par les films. Pour comprendre l'origine du réalisme socialiste, il faut aussi comprendre que l'année du grand tournant, 1929, marque en même temps le début d'une destruction systématique des églises. C'est l'extirpation de la religion et son remplacement par un culte de Staline manifeste, insolent et de plus en plus répandu. Le nouveau système se trouvait en fait confronté à la tâche de créer une nouvelle religion. Ce que disait Staline, même s'il l'avait dit, je ne sais pas, en mangeant son beefsteak ou son bortsch, devenait loi. Une loi que l'on ne pouvait transgresser. Dans un processus subtil, fiction, documentaire, actualité filmée, sous contrôle du pouvoir, vont peu à peu transformer l'imaginaire en proposant de nouveaux modèles. Ce modèle est construit sur les relations entre trois personnages principaux, caractéristiques, que l'on retrouve constamment. Le premier est un responsable du parti. Si c'est un responsable de rang inférieur, il doit obligatoirement être semblable à Staline, au moins sur un point. Souvent, comme dans le film Le Grand Citoyen, il prononce un discours devant un portrait ou une sculpture de Staline. Et il reproduit même la gestuelle de Staline. Il arrive que ce responsable du parti soit une femme. Mais le plus souvent, c'est un homme d'âge mûr. Jamais il ne tombe amoureux. Il n'a aucune vie privée. Il n'a ni femme ni enfant. C'est un moine. Toujours en uniforme, et en général, il porte des bottes. Il est entièrement dévoué à son travail. Et en quoi consiste son travail? Sa fonction première. Sa fonction première est d'éduquer le deuxième personnage, modèle caractéristique des films des années 30, pour l'aider à affronter la vie. Ce deuxième personnage, c'est l'homme simple, un mineur, une ouvrière du textile ou un paysan. Souvent quelqu'un qui fait un travail dur. Et la première victoire de cet homme simple dans ces films est d'intensifier son travail pour atteindre un record de rendement. Enfin, autre caractéristique de ce type de cinéma, qu'est-ce qui peut bien motiver ces gens? On n'achète rien, jamais, que des glaces. Et on ne vend jamais rien. D'ailleurs, dans ces films, on ne voit jamais l'argent comme une réalité, comme un objet, comme un élément de la vie réelle. Ils ne se soucient en rien d'améliorer leur niveau de vie, leur quotidien, ou de vouloir acheter quoi que ce soit. En fait, ils sont récompensés par les applaudissements de leurs compagnons de travail et par le sourire du commissaire politique. C'est très net dans le film La Grande Vie. À la fin, les mineurs ont établi un record de travail. Ils sortent de la mine. Et en guise d'encouragement, on leur offre des bouquets de fleurs. La voie radieuse est un autre exemple. Une tisseuse travaille seule sur un nombre incalculable de métiers. Et le sourire de la secrétaire du parti est sa seule récompense. Qu'est-ce que ce modèle signifiait? Que le régime totalitaire considérait la société, les gens, son peuple, comme une armée de travailleurs. C'était un socialisme de caserne. Et les relations de travail de l'époque reproduisaient exactement les schémas de l'armée. Elles étaient fortement hiérarchisées. La société totalitaire n'avait aucune intention d'élever le niveau de vie des gens. C'est-à-dire que ces films justifiaient un rapport au travail désintéressé, extra-économique, qui était le pivot du régime totalitaire. Бригада моя просила передать вам, товарищи, что это знамя мы никогда и никому не отдадим. Верно, девчат? А ну!
Mais le modèle complet comprend un troisième personnage. C'est le saboteur. Qui est cet homme? C'est un crypto-kulak, une sorte d'ennemi social. Il peut même appartenir au peuple, mais ses convictions sont en contradiction avec le système socialiste. Quel est son rôle? Il va mettre par exemple du verre pilé dans le foin destiné aux chevaux du kolkhoz, abîmer un métier à tisser, ou actionner le mauvais interrupteur dans une centrale électrique. Bref, il fait tout pour empêcher et freiner le développement de la production socialiste. En fait, ces saboteurs qui fleurissaient sur les écrans de l'Union soviétique devaient persuader les spectateurs que Staline avait raison lorsqu'il disait que le socialisme avait été instauré dans leur pays, mais que la lutte des classes continuait et qu'elle s'intensifiait. Staline a raison. Les voilà, les ennemis des travailleurs. Помогите! Помогите! Как вы смеете? Помогите! Товарищи, вот виновник обвала! Я поймал его! А ну давай поднимайся! Видите трубу? Товарищ Петухов, вот кто мешал вам работать. И из зависти вредить начал, ясно? Убери кулак! Я думаю, тут еще не все ясно. Le responsable du parti amenait constamment les gens simples à penser que des ennemis se cachaient autour d'eux. Par exemple, leur propre femme. Il y a eu un film comme cela. Ou alors, c'est une femme qui découvre que son mari est un ennemi social. On le voit dans le film Les Paysans. La femme découvre que son mari est un ennemi à cause d'une remarque insignifiante qu'il fait sur le système kolkhozien. Elle bondit hors du lit conjugal, se met à accuser son mari et renie son enfant. Я не хочу такого сына. Dans la carte du parti, la femme mène une enquête personnelle, découvre en son mari un crypto-kulak et lui braque un pistolet sur la poitrine alors qu'il la supplie à genoux. Ты же знаешь, что в комсомоле я не был. Нет, был. Ты убил секретаря комсомольской ячейки. Врешь! Врешь, врешь! Врешь, не убивал! Так почему же ты волнуешься? Идем. Аннушка! Не выдавай, родная, любимая, дорогая! Très important, ce n'est pas le responsable du parti lui-même qui remplit ce rôle, ni le NKVD. Celui qui découvre le saboteur et le neutralise, c'est un homme simple. Ce n'est qu'à la fin qu'il le remet aux mains du responsable du parti ou au représentant du NKVD qui passait là par hasard. Это Зюбин. Он убил секретаря комсомольской ячейки. Знаем. Все знаем. Pourquoi est-ce important? Parce que ce cinéma donne à penser aux spectateurs que ce n'est pas l'État qui exerce la répression et châtie son propre peuple. C'est le peuple lui-même qui se délivre de ses ennemis. Le peuple lui-même. Ces films ont été tournés avec plus ou moins de talent. Ils correspondent à des genres différents et ont été réalisés dans différentes républiques. Mais c'est ce modèle dramaturgique rigide qui est à la base de ces œuvres. Et ce qu'elles ont en commun, c'est cela, les idées fondamentales du stalinisme. Сами знаете, товарищ, свинья не без урода.
Cette impression de vivre dans l'attente de l'arrestation, je l'appelle en fait le réflexe ou le syndrome de l'ascenseur. Chaque nuit, on prête l'oreille à chaque mouvement de l'ascenseur et on se demande si ça ne va pas être votre tour. C'est très important pour comprendre l'art de ma génération. La méthode stalinienne ira plus loin. Un fait divers servira à détruire les liens sacrés de la famille et transformera la délation en exploit révolutionnaire. Le syndrome de Pavlik Morozov fera de nombreuses victimes. Lorsque Sergueï Mikhaïlovitch est rentré en Russie, en Union soviétique, il se trouve que Pavlik Morozov était devenu un mythe. C'était l'histoire d'un petit pionnier qui avait été tué quasiment par son propre père ou par un parent de son père pour avoir dénoncé son père. Lorsqu'on a proposé à Sergueï Mikhaïlovitch de porter ce sujet à l'écran, je pense que comme il était très cultivé, il savait qu'à chaque moment important de l'histoire, il y a des conflits dans les familles. Nous connaissons l'histoire de la Grèce antique, le conflit des enfants et des parents. Oedipe condamné par le destin, l'Oreste d'Échille. Nous savons aussi ce qui est arrivé à Antigone, etc. Et puis nous connaissons les conflits tragiques de l'époque de la Renaissance entre père et fils. Il n'y a qu'à penser à toutes les tragédies de Shakespeare. Pourquoi ce film? En fait, Eisenstein a voulu, à travers le sujet du petit Pavel Morozov, réfléchir au passage trop rapide, catastrophique et tragique pour la paysannerie russe, du système patriarcal à un système sans classe. Du système d'avant les classes à un système d'après les classes. C'est pourquoi tout le film est construit comme une tragédie, un conflit entre les époques. Le temps du matriarcat, du système antérieur aux classes, puis cette fameuse lutte des classes dans laquelle de proches parents s'opposent et se détruisent. Il n'y a ni bon ni mauvais, il y a des victimes. La première version du prêt de Bégine a été refusée. Eisenstein était malade. On a présenté le film au patron du cinéma, Choumiatsky, qui l'a critiqué et lui a demandé de tout reprendre. Le sujet, les comédiens, le style, tout. Eisenstein, paradoxalement, a accepté. Mais une fois que tout a été changé, la deuxième version a aussi été refusée. Choumiatsky, qui était en train de perdre son poste, devait se trouver un bouc émissaire. Il est allé voir Staline avec toutes les prises de l'incendie du village et il lui a dit « Voilà comment on dépense l'argent du peuple ». Eisenstein est formaliste et en plus, c'est un gaspilleur. Il mène le cinéma soviétique à sa perte. Eisenstein écrit alors une lettre à Staline où il dit « Je ne demande aucun privilège, seulement de la confiance ». Le destin du prêt de Bégine a été plus terrible que celui de Que Viva México. Au printemps de 1937, le comité d'État à la cinématographie a ordonné la destruction du film. La monteuse d'Eisenstein, Esfir Veniaminova Tobak, a téléphoné au réalisateur et lui a dit qu'elle avait reçu l'ordre de détruire le film. Eisenstein est resté silencieux. Vous m'avez entendu? Que faire? Si c'est un ordre, il faut l'exécuter. Mais il a demandé qu'avant de détruire le film, on lui coupe quelques photogrammes de chaque plan, en souvenir. L'événement cinématographique des années 30 sera Tchapaïev. Même s'il est totalement conforme aux règles du réalisme socialiste, le film des Vassiliev échappe aux clichés officiels. Et pourtant, il plaira beaucoup à Staline. Bon, ce qui est intéressant, c'est que les gens allaient spontanément voir ce film. Ils avaient envie de le voir. Les gamins jouaient à Tchapaïev dans la cour. Le film est devenu très populaire tout de suite. Les spectateurs se sont identifiés à Tchapaïev.
Chapaïev est un ignorant. En politique aussi, c'est un enfant, absolument. Quand on lui demande « Pour qui êtes-vous, les bolcheviks ou les communistes ?» Elle ne comprend pas que c'est la même chose. Alors que pourtant c'est pareil. Mais c'est un commandant génial. Et les spectateurs qui viennent seulement de sortir de l'analphabétisme, qui savent à peine lire, les 2 tiers de la population de Russie ne savaient ni lire ni écrire avant la Révolution, comprennent que Chapaïev est l'un d'entre eux, qu'il est semblable à eux. Il n'est pas vraiment lettré, pas plus qu'eux. Mais il est comme eux, avec les mêmes qualités qu'eux, mais exagérées. Противник пошел в атаку. Где должен быть командир? Быть впереди. Должен перейти в тыл своего отряда и с какого-нибудь возвышенного места наблюдать всю картину боя. Иначе отряд могут обойти с фланга. Ce n'était pas un rouage de l'État totalitaire, un docile exécuteur des ordres du commissaire, non. C'est lui qui faisait l'histoire. Et c'est pourquoi Chapaïev a été apprécié par les millions de spectateurs qui, pour l'avoir vécu, savaient la vérité sur la guerre civile et les millions de victimes qu'elle avait faites. 1938, après 3 années de silence et la tragédie du pré de Bégine, Eisenstein est décoré, artiste de l'Union soviétique pour son film Alexandre Nevsky, commande personnelle de Staline qui donnera au réalisateur de précieuses directives. Alexandre Nevsky suscite encore de nos jours de vives polémiques. Longtemps, toute réflexion à son sujet fut tabou pour les historiens et les critiques. À travers l'épopée au XIIIe siècle, du légendaire vainqueur des chevaliers teutoniques, le film sacrifie-t-il au culte du héros, du chef tout-puissant. Et en montrant du doigt l'ennemi germanique, Eisenstein, en 1938, prépare-t-il l'opinion soviétique à une éventuelle agression allemande. Victime de l'histoire, Alexandre Nevsky sera interdit par Staline en 1939, à la veille de la signature du pacte germano-soviétique. Председателя Государственного комитета обороны товарища Сталина. Товарищи, граждане, братья и сестры, на нашу родину начаты 22... Au lendemain de l'invasion allemande, l'ancien séminariste Staline redécouvre le langage unificateur de l'Église. Animés par le même idéal, écraser l'ennemi, libérer le pays de l'envahisseur, des millions d'hommes feront bloc autour du chef. Les Russes oublient l'enfer stalinien des années 30 pour faire face tous ensemble à l'enfer hitlérien. Les premières images de la guerre, nous les devons à ceux qui, caméra au poing, et souvent au prix de leur vie, fixeront à jamais le moment le plus meurtrier de l'histoire du peuple soviétique au XXe siècle. Ils comprenaient que dès le début de la guerre, il fallait montrer ce qui se passait au front. Il fallait filmer la guerre. Mais comment et quoi, ça n'était pas très clair. Qu'est-ce qu'il fallait filmer? La retraite? Les défaites que l'armée rouge subissait dans les premiers temps? Est-ce qu'il fallait filmer son héroïsme? Comment présenter la guerre? Tout cela n'était pas clair pour les caméramens. Mais dès le début de la guerre, ils sont partis au front. Bien sûr, en 1941, c'était très difficile. Notre armée se repliait. Nous avons abandonné Kalinin, Rizhiev, Veliki Luki, Torzhok. Les Allemands étaient aux portes de Moscou. C'était difficile. Et c'était humiliant. Très humiliant.
Dès le début de la guerre, il y a eu des pertes. Chez nous, je peux le dire, un opérateur sur 5 a été tué. Et nous étions autour de 200. 252, je crois. C'est l'immense mérite de ces opérateurs du front. Grâce à eux, on a pu voir des documents uniques sur la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi uniques? Avant la guerre, le cinéma soviétique officiel suivait les tendances de l'époque. Il était pompeux et hagiographique. La guerre a balayé tout cela dès le départ. Peu à peu, l'esthétique du réalisme socialiste sera mise en veilleuse. Ces images, pleines d'une cruelle vérité, imposeront aux cinéastes une nouvelle façon de voir. Le pouvoir ordonne une restructuration complète de la production cinématographique, une profonde révision de la thématique des films de fiction. C'est alors que commence la production de toute une collection de courts films de propagande. C'étaient des recueils de courts-métrages à caractère idéologique, des nouvelles, des satires très courtes. Pour comprendre le sens de ces compilations, je pourrais citer deux exemples, dont l'un est « Tchapaïev est avec nous ». Tchapaïev, nous le savons, était un héros de la guerre civile et aussi le titre d'un film très populaire d'avant-guerre, Tchapaïev. Наконец-то, Василий Иванович, заждались тебя тут. Думали, уж не выплыть тебе. Ну вот, как от Чапаев да не выплывет. Ну? И помните, бойцы, Чапаев всегда с нами. De grands réalisateurs ont participé à la création de ces courts-métrages. Celui-ci a été mis en scène par Vladimir Petrov. Kozintsev, par exemple, a réalisé une sorte de miniature, une caricature animée. La scène se passe au télégraphe où une jeune fille prend les télégrammes avec des soviétiques tout à fait ordinaires qui attendent à ce guichet. Et parmi eux, voilà brusquement une silhouette absolument inattendue, en capote et tricorne. Napoléon. Napoléon tend à la jeune fille le texte d'un télégramme. La jeune fille le lit, et les spectateurs, nous tous, pouvons lire le texte en gros plan. Pour Berlin, à Hitler, déjà essayé, à déconseiller. Octobre 1941. Les blindés allemands sont à 90 km de Moscou. Pour Hitler, prendre la capitale, c'est l'objectif prioritaire. Les troupes allemandes se ruent sur les axes qui convergent vers la ville. L'état de siège et la loi martiale sont instaurés. Moscou est déclaré zone de front. Le peuple soviétique attend avec impatience l'ouverture d'un second front. Eisenstein monte au créneau et lance un appel émouvant aux cinéastes américains et anglais. Бить надо Гитлера, не теряя ни часу времени, на всех фронтах, используя уже открытые и открывая новые. Американские кинодрузья, создатели гимнов активности и борьбы, не уставайте бороться за это. Moscou était bombardé de plus en plus souvent et travailler dans les studios devenait très difficile. Les metteurs en scène, les caméramens, les artistes passaient leur temps sur les toits à éteindre les feux des bombes incendiaires. C'est arrivé souvent dans notre studio.
Le 14, l'Office d'information soviétique a annoncé une nouvelle tragique. Le Conseil populaire des commissaires avait décidé d'évacuer les studios Mosfilm. Il fallait démonter et préparer l'envoi de tout le matériel technique du plus grand studio du pays. Les bancs de tirage, les appareils de développement, le matériel de tournage, d'éclairage, le matériel d'enregistrement. Tout a dû être expédié à Alma-Ata. Rechts О, здравствуйте. Как поживаете? Пожалуйте. Картину встретили Le film a été très bien accueilli, хорошо тоже, но mais une partie des critiques y ont trouvé à redire. претензии. Им показалось, что Ils ont eu l'impression que ce film enfreignait certains commandements du réalisme socialiste. поскольку там слишком откровенно La cruauté de l'ennemi vis-à-vis des gens, des populations occupées, y apparaissait trop ouvertement. оккупированным, и поскольку там Et очень puis, les souffrances humaines y étaient présentées trop directement. показаны страдания человеческие. Cet élément, la souffrance humaine, était absent du cinéma des années 30. Отсутствовало в кинематографе 30-х годов. Казнить известный бандит товарищ П. Драться до последних сил, до самого последнего вздоха. Трудно нам, товарищи. Трудно. А тут появились Soudain, новые совершенно le langage des créateurs réalistes socialistes a intégré cet aspect, краски la souffrance humaine, и краски la cruauté, жестокости, présentée d'une manière très прямо, directe. откровенно показаны. И еще в большей степени это было в следующем, Tout cela est encore plus clair в 40 dans le film L'Arc-en-Ciel de Mark Donskoy, sorti en 1943. которая произвела громадное Ce впечатление film на a eu une grande résonance, советских non seulement en но и за Russie, рубежом, mais aussi à l'étranger в союзницах, et dans les pays alliés. в Соединенных Штатах. Эта картина Aux États-Unis, le film a reçu un Oscar. советская картина, которая была C'était la удостоена première fois qu'un film soviétique recevait un prix aussi prestigieux. кинематографической. Ну где же нам его хоронить? Утром ведь они начнут шататься, искать. Давай в саду похороним. Как же можно в саду? Услышат, выстрелят. Да и земля жесткая, как камень. Разве только снегом его забросать. И фильм оказал Et le film a eu une réelle influence sur le développement même du néoréalisme italien. итальянского неореализма. Les pères du néoréalisme italien eux-mêmes le disent. Здесь никто не найдет. Это ему, чтоб земля в глазки не засыпалась. Возьми, Зоечка, комочек. Сыпь на брата. Саша. Они были поражены той страстью, той Ils ont été frappés par la passion, воодушевлением, l'enthousiasme qui faisait la couleur de ce film. окрашивало этот фильм.
Не знаю, увидимся ли мы. До встречи, до нашей победы, до вечера после войны. До встречи, до нашей победы, до вечера после войны. Самое интересное в этом фильме – это его финал. Le plus intéressant dans ce film, c'est le final. 1944 года. Война уже близко. On était alors à l'automne 1944. La guerre touchait à sa fin, mais elle n'était pas encore finie. Personne ne savait comment ça allait tourner. Et pourtant, le réalisateur, Pyriev, a mis en scène la victoire. Il n'en donnait pas la date. Il montrait les héros qui s'étaient promis de se retrouver à 6 heures le soir de la victoire. Et ils s'y retrouvent effectivement. Действительно встречаются. Такого рода фильмы вселяли в души людей бодрость и уверенность. Ce film a donné beaucoup d'espoir aux gens. Il les a aidés à survivre dans des circonstances terribles. Миллионам людей. Juin 1945, le Troisième Reich s'effondre. Le peuple soviétique vit alors dans l'espoir que les souffrances appartiennent au passé, dans l'espoir que la victoire va le grandir aux yeux du pouvoir. Mais le généralissime n'entend partager ce triomphe avec personne, et le régime sera encore plus dur. Libérés des camps hitlériens, plus de 2 millions de soldats soviétiques sont envoyés dans les camps staliniens. C'est ainsi que Staline et l'histoire dont il était le maître allaient récompenser ces hommes. C'est l'après-guerre, mais Staline va mettre tous les moyens à la disposition du complexe militaro-industriel. Désormais, de tous les arts, celui de la guerre est le plus important. En outre, Staline craint l'expérience que les soviétiques ont acquise au contact de l'Occident. De la lutte contre les basses révérences vis-à-vis des étrangers, on aboutira très vite au procès pour cosmopolitisme. Les rapports entre l'URSS et les USA se dégradent, c'est le début de la guerre froide. Et au moment où les États-Unis plongent dans le macartisme, l'URSS invente sa propre chasse aux sorcières, très vite accompagnée d'une vague d'antisémitisme. Le monde des créateurs sera particulièrement visé. Pour les USA, le mal absolu, l'ennemi à combattre, c'est le communisme. Pour l'Union soviétique, c'est le cosmopolitisme qu'il faut débusquer et traquer. N'importe qui pouvait vous accuser à cette époque d'être en extase devant ce qui se faisait à l'étranger. Dans votre discours ou votre conférence, pouvait-il dire « Vous avez dit que Chaplin, pour ne parler que de lui, était un grand comédien. » Ou que Mary Pickford était une comédienne remarquable. Alors que la Russie ne manque ni de grands comiques, ni de grandes actrices, que vous ne citez pas. Vous n'avez d'admiration que pour l'étranger. Vous n'êtes pas un vrai patriote. Et sans doute même, êtes-vous à la solde des services de renseignement étrangers. Alors qu'à l'époque, chacun de nos pas était surveillé. Et surtout ceux de notre intelligentsia. Mr. Мичурин, лилии не пахнут или пахнут гнилью. А вот понюхайте. He's right. I know. Пахнут, пахнут. Мы вам сделаем в Америке точно такой же пейзаж. You don't know what you're worth, Mr. Мичурин. Mr. Мичурин, вы не знаете, что вы стоите. Вы золотой человек. Я русский человек. И нет таких ни денег, ни пароходов, которые могли бы увезти меня из моей родины. Мистер Мичурин, еще раз подумайте. Нет, это не тот разговор, господа. Нет, нет.
Приезжайте через 20 лет, будет виднее. De ce film, les historiens diront qu'il fut visionné par Staline avec les yeux de Lysenko, le tristement célèbre généticien, expert attitré du pouvoir et imposé comme conseiller auprès de Dovzhenko. Conçu comme un poème à la création, Mitchourine, dont plusieurs séquences seront retournées, finira comme la plupart des films de l'époque par n'être qu'une ode au pouvoir et un exemple de lutte contre le cosmopolitisme. Au lendemain de la victoire, le tout-puissant censeur du Kremlin décide qu'il n'est plus besoin de tourner tant de films pour avoir si peu de chefs-d'œuvre. Ce calcul sera fatal à l'industrie cinématographique. En 1951, les studios de l'URSS ne produiront que 9 films. De nombreux cinéastes, choyés par le pouvoir durant les années 30, tombent en disgrâce. Plusieurs seront brisés pour ne pas avoir accepté spontanément de parfaire la nouvelle image du guide, celle du démiurge, inspirateur de toutes les victoires. Loukov, Pudovkin, Kozintsev, Troberg, Eisenstein, Dovzhenko, entre autres, sont accusés de légèreté et de mépris envers le contenu idéologique dans leurs œuvres d'après-guerre. Mais en réalité, ces accusations ne cachent-elles pas autre chose? Reste-t-il assez d'énergie au grand ami des cinéastes pour contrôler et annoter, comme il le faisait naguère, chaque scénario? Le chef et ses hommes n'ont-ils pas vieilli? Staline a écrit « Durant la guerre, nos mains n'ont pas pu vous atteindre. Maintenant, nous allons nous occuper de vous. » Jdanov sera l'exécuteur ad hoc désigné par le chef pour mener à bien le programme de la nouvelle terreur intellectuelle. Jdanov est le seul qui ait exprimé les idées de Staline. Il disait, comme l'a souligné le camarade Staline, nous produisons peu de films, car chacun de ces films est un événement sociopolitique pour notre pays. C'est pourquoi nous devons vérifier, analyser chaque film et ne les autoriser que quand le parti et le gouvernement ont donné leur aval à chaque plan. Voilà ce que Jdanov a répondu quand nous lui avons demandé de produire plus de films. Ivan le Terrible est encore une commande de Staline à Eisenstein. Commencé pendant la guerre, le tournage sera terminé en 1946. Le maître du Kremlin interdira la sortie du film. Est-il pour ou contre Staline? La polémique se poursuit. Le film n'était ni une apologie d'Ivan le Terrible, ni de Staline. C'était une tentative pour comprendre la tragédie de la tyrannie, ce qu'elle représentait pour le tyran et pour le pays. Et quand Staline a exigé qu'Ivan ne se repente pas, mais qu'il continue sa tâche, assurer que les générations futures l'absoudraient au nom du progrès, Eisenstein n'a pas du tout été d'accord avec lui. Il ne s'est pas pressé d'obtempérer, c'est-à-dire de reprendre le tournage de la deuxième partie avec les changements imposés, en y insérant des séquences de la troisième partie pour finir la trilogie. Il ne s'est pas pressé de retourner au montage, ni sur le plateau. Il n'était pas d'accord du tout.
Aucun réalisateur soviétique n'aura été autant adulé et autant harcelé par le pouvoir. La lutte sera fatale à Eisenstein. Un infarctus l'emporte le 11 février 1948. Malgré le combat inégal qu'il a dû livrer, la patience dont il était capable, les faux compromis qu'il a dû faire, Eisenstein aura fini lui aussi dans le broyeur stalinien. Qu'il ait été le seul cinéaste à avoir tenu tête ouvertement au tyran ne fait aujourd'hui aucun doute. Il est difficile d'énumérer les projets que cet homme emporta avec lui. Eisenstein n'aura tourné que 8 films, dont 6 seulement auront été projetés. Et ce n'est qu'après la mort de Staline, et 5 ans après la mort d'Eisenstein, que le monde a pu voir la deuxième partie de Ivan le Terrible.